Me voici aujourd'hui sous l'Arc de Triomphe, un endroit qui renferme 1001 secrets, notamment des symboles très évocateurs. Venez, suivez-moi. Dès qu'on se glisse sous l'Arc de Triomphe, on tombe sur ces caissons fascinants. Exactement, ces caissons sont typiques du style néoclassique. C'est le style architectural de l'Arc de Triomphe. Et on les doit notamment à de nombreux architectes, mais surtout en dernière partie de chantier, à Huyot, Blouet, Gou, qui ont travaillé sur l'arc. Alors, il y a pas véritablement de symbolique, disons que c'est plutôt un emprunt à l'Antiquité, puisqu'on en trouve au Parthénon à Athènes, au Panthéon à Rome aussi, et on en trouve aussi à Fontainebleau, c'est typique de la Renaissance baroque et du néoclassicisme. Et puis sur chacun des piliers, juste à côté, nous avons des inscriptions qui retracent toutes les guerres qui ont été menées. Voilà, les grandes batailles menées sous la Révolution et sous l'Empire, parmi elles Valence, Montebello, Gênes. On pourrait presque dessiner une carte d'Europe avec toutes ces batailles, puisqu'elles sont aux quatre coins du continent. Et qui dit bataille dit forcément généraux à la tête des armées, n'est-ce pas? C'est ce qu'on voit derrière nous. Exactement, à l'intérieur des piliers, on trouve quelques 660 noms de généraux de la Révolution et de l'Empire qui ont remporté des grands combats. Et si vous regardez bien, certains des généraux ont leur nom souligné, ce qui indique qu'ils sont morts au combat. Et ceux qui ne sont pas soulignés, donc, sont toujours vivants? Alors, ils ne sont pas toujours vivants, mais ils sont rentrés effectivement du combat, ils sont morts plus tard dans d'autres circonstances. En ce qui concerne les généraux, il y a une anecdote ici, vous pouvez peut-être la voir. Béliard, son nom a été rebouché, c'est un des généraux qui n'est pas mort effectivement au combat. On voit d'ailleurs la ligne sous le nom qui a été rebouchée, mais il en reste une trace. Et du coup, Anthony, ce qu'on voit là entre nous deux, ce sont les dessins des légions d'honneur de nos généraux. Exactement, il y en a plusieurs dissimulés dans le monument. Celles-ci, elles sont importantes puisque, comme le monument, elles ont été créées par Napoléon en 1802. Et parmi les différents symboles que l'on trouve ici sur les piliers, des aigles. Des aigles et des coqs. Il faut savoir que le monument a été commandité par Napoléon, qui a pris l'aigle comme symbole, qu'il est allé chercher chez Charlemagne, chez des dynasties plus anciennes, et le coq qui représente, lui, l'héritage gaulois de la France, un peu fantasmé, mais qu'on reprend sous les Trois Glorieuses. Et c'est Louis-Philippe, puis le Second Empire, puis la Troisième République qui vont faire du coq le symbole de la France. Et alors sur les façades extérieures, on voit un mélange de genres très différents au niveau des sculptures, un mélange de romantisme et de classicisme. Exactement, un mélange de romantisme et de néoclassicisme. Alors le triomphe de Napoléon, lui, est plutôt dans la partie néoclassique, avec un fort emprunt à l'antique. L'empereur est vêtu comme un empereur romain. Les personnages sont très figés, il y a peu d'émotions, il y a une espèce de monumentalité, une hiérarchisation de l'importance du personnage au centre. C'est plutôt la mise en scène qui est puissante. Alors ce groupe sculpté qui est le génie de la patrie, lui, est davantage romantique, dans le sens où les émotions sont amplifiées. Regardez les visages, on a presque l'impression d'entendre le cri du génie tout en haut. Et puis c'est presque une fuite du cadre. Regardez, tous les personnages sortent, ils sont en marche. Et on a l'impression vraiment de les suivre dans un mouvement. Pourquoi on a décidé de ne faire cet arc qu'en pierre et qu'il n'y ait aucune couleur ? Je pense que ça tient à la référence antique. Alors peut-être que certains arcs antiques avaient de la couleur, mais on s'est inspiré beaucoup de l'arc de Titus à Rome, qui est fait dans une pierre assez blanche aussi, qui semble presque calcaire si je ne me trompe pas. Et on a juste multiplié les proportions et ajouté d'autres références plus contemporaines. Lors des violences qui ont éclaté en marge de la manifestation des Gilets jaunes, plusieurs sculptures ont été clairement détériorées. Oui, voilà, à l'heure actuelle, le Centre des Monuments Nationaux a restauré l'ensemble des œuvres, notamment le moulage du génie de la patrie, qui est un morceau du groupe sculpté qui est derrière nous. Et Ariane, d'ailleurs, je vous propose d'aller voir ce moulage tout de suite. On va prendre les escaliers et on va se rendre dans l'entresol. Ah ouais, d'accord, par les escaliers. Ah bah je suis pas rendue là, c'est 284 marches. Oh, pas de course. 250 284, il en faut là. Il est marrant là, le Anthony. J'ai l'impression qu'on me crie dessus là un peu, là. Elle est bien restaurée. Voilà, elle est bien restaurée. Il y avait effectivement une partie un petit peu abîmée au niveau de la joue, largement abîmée. Les restauratrices ont procédé à un travail de puzzle, de réassemblage des fragments. Mais je crois qu'aujourd'hui, on peut dire que tout est réparé et tout est restauré pour le plus grand plaisir du public. Allons voir à présent un autre élément phare de l'Arc de Triomphe, le fameux tombeau du soldat inconnu et la flamme du souvenir. Et voilà. Et je chemine à présent sur ce qu'on appelle la dalle sacrée, un endroit évidemment sanctuarisé parce que vous reconnaîtrez derrière moi le tombeau du soldat inconnu ainsi que la flamme du souvenir. Alors le soldat inconnu est arrivé ici en 1920, c'est à la suite de la Première Guerre mondiale qu'on a décidé d'enterrer un soldat mort
sans identité qui représenterait finalement tous ceux qui sont décédés au cours de ce conflit mondial. Cette fameuse flamme du souvenir juste derrière moi, une flamme qui n'est donc pas rallumée chaque soir, mais bien ravivée. Exactement, elle est ravivée chaque soir à 18h30 à l'aide d'un glaive qu'on vient pointer dans cette gueule du canon d'où surgit la flamme depuis le 11 novembre 1923. Et elle ne s'est jamais éteinte. Pourquoi ? Bien parce qu'elle est raccordée à un système de gaz qui permet de la maintenir allumée en permanence. C'est un symbole fort. Et c'est aussi un symbole antique puisque ça rappelle d'une certaine manière non seulement la mémoire qui est vive, mais aussi le feu antique de Vesta qui brûlait dans les cités et dont on allumait toutes les torches. Il faut savoir que le soldat inconnu, en arrivant ici, son cercueil était hissé sur un canon. Et donc tout ce symbole est fort. C'est à la fois la guerre dont on parle, mais c'est aussi les victoires, puisqu'on voit ces 24 glaives qui sont disposés en étoiles sur la partie en bronze. Le président Kennedy aurait souhaité lui-même voir sur sa tombe installer cette flamme dans ce même modèle. Le pauvre ne savait pas que quelques années après, il allait lui-même subir un sort compliqué et que sur sa tombe serait allumée une flamme également. Et à mon tour de rendre hommage aux soldats inconnus, et pour ce faire, je prends la place présidentielle même.